1, 2, 3, fight! You win! Ok, bah salut à tous. Moi c'est Nicolas. Déjà merci d'être là, c'est un peu l'heure de manger et tout, voire même l'heure de la sieste. Hein. Les sièges sont pas très confortables, donc désolé. Et sans plus de préambule, je vous présente Dr Gopher. Alors, je vous préviens, il est un peu bizarre. Mais bon, il est plutôt doué dans son domaine. Et aujourd'hui, il a décidé de s'intéresser à l'anatomie du scheduler Golang. Et vous et moi, on va un peu être ses internes. Alors, Dr Gopher et le scheduler, c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps déjà. Quand il était jeune, il a été à la recherche des secrets du fonctionnement du runtime Go. Et là, on le voit sur cette vieille photo, quand il a découvert le scheduler. Et maintenant, il aimerait comprendre comment fonctionne le scheduler. Mais déjà, à quoi sert le scheduler de Golang? Eh bien, pour commencer, il interagit avec des goroutines. Les goroutines, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des processus légers. Alors, comment on s'en sert quand on fait un programme en Go? Eh bien là, déjà, on voit notre fonction main. Notre fonction main, elle va démarrer dans une première goroutine qui est un peu spéciale, qui est la main goroutine. Et si elle veut démarrer une seconde goroutine, elle a juste à préfixer un appel de fonction par le mot-clé Go et la fonction doSomeWork, qui va prendre un peu de temps à s'exécuter, va s'exécuter dans une nouvelle goroutine. Alors on voit que c'est facile à démarrer une goroutine. Et deuxième chose, pour communiquer entre elles, les goroutines, elles utilisent des channels. Donc, par exemple, là, la main goroutine va attendre la fin de l'exécution de la goroutine qui exécute doSomeWork en faisant un récif sur un channel. Et quand doSomeWork aura fini son taf, elle fera une émission sur ce même channel. Ça, c'est pas mal parce que du coup, on n'a pas de mémoire partagée entre nos deux goroutines, mais seulement des échanges de valeurs via les channels. Du coup, on peut coder nos fonctions un peu comme des processus monothreadés. Il n'y a pas nécessairement à faire de la synchronisation, il n'y a pas d'utilisation de callback, par exemple. Bon, un avantage des goroutines, c'est qu'elles sont peu coûteuses. Elles consomment peu de mémoire, elles sont rapides à créer et à détruire. Le contexte switch des goroutines est rapide. Et du coup, on peut en démarrer plein. Bon, elles sont assez différentes des threads. Les threads qu'on appelle aussi les threads système ou les kernel threads, donc eux, ce sont des processus lourds. Ils vont être plus coûteux, ils consomment plus de mémoire, plus long à créer, plus long à détruire. Leur contexte switch, il est vraiment coûteux. Quand on utilise des threads, on va avoir recours à du partage de mémoire, du coup il va falloir faire de l'exclusion mutuelle, par exemple. Et puis, surtout, ils vont être gérés directement par le système d'exploitation. Alors, par quoi sont gérées les goroutines? Eh bien, elles sont gérées par le scheduler. Alors, à quoi il sert, du coup, le scheduler? Bien, à ordonnancer l'exécution des goroutines. Mais plus précisément, à multiplexer m goroutines sur n threads. Mais il faut qu'il fasse bien, sinon il n'y a pas d'intérêt à utiliser des goroutines. Autant utiliser directement des threads. Donc, le faire bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas utiliser trop de threads. C'est pas grave, j'ai pas d'animation là. Donc, eh bien, je ne sais pas. Il faut que le scheduler soit capable de gérer beaucoup de goroutines. Ouais, c'est pas mal. On va essayer. Désolé. Attends, je le. Ah ben voilà. Et merde. Je suis désolé, je vois rien du tout. Je vois même pas mon curseur. Attendez. Ok, alors. Voilà.
Voilà. Bon. Voilà. Désolé. Alors. Et je disais donc, pour le faire bien, pour bien multiplexer des goroutines sur des threads, il faut qu'il n'utilise pas trop de threads pour que ce ne soit pas trop coûteux et qu'il puisse gérer beaucoup de goroutines tout en évitant de faire de la contention. Et dernière chose, il faut qu'il utilise au maximum toutes les ressources du système, tous les cœurs si on a un processeur multicœur. Donc comment on fait pour comprendre comment il fonctionne notre scheduler? Donc Dr Gopher nous propose de le découper. Ouais, bof. On n'est pas chez Dr Maboul non plus, donc on va plutôt essayer de le monitorer. Alors qu'est-ce qu'on va monitorer? En premier, on va monitorer les cœurs, qu'on va désigner par la lettre P. On a tous des machines modernes et donc des processeurs multicœurs. Alors les P, ça va être une représentation interne des cœurs. C'est-à-dire que ça ne correspond pas nécessairement à des vrais cœurs. Par défaut, ils vont avoir le même nombre, mais on peut tuner leur nombre grâce à la variable d'environnement GoMaxProx. On va aussi monitorer les threads, qu'on va désigner par M pour machine thread. On va monitorer quand est-ce qu'ils sont créés, détruits, et quand est-ce qu'ils sont assignés à un cœur. Et enfin, on va monitorer les goroutines. Là, pareil, quand est-ce qu'elles sont créées, détruites, et quand est-ce qu'elles sont exécutées par un thread. Alors tout ça, c'est un peu abstrait. En pratique, comment ça se passe? Si on prend le cas où GoMaxProx est égal à 2, on va avoir 2 cœurs, et chacun de ces cœurs va avoir une run queue. Une run queue, c'est une file d'attente pour nos goroutines. Cette file d'attente, elle va fonctionner en FIFO, first in, first out, c'est-à-dire que la première goroutine qui rentre sera la première à être exécutée. On n'a donc pas de gestion de priorité des goroutines dans le scheduler Golang. Et enfin, il va falloir assigner des threads à nos cœurs qui vont être chargés d'exécuter nos goroutines tour à tour. Alors là, on a été un peu vite. Il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas répondu. Par exemple, quand sont créés les threads? Et puis, comment est-ce que ça démarre quand il y a un programme Go qui démarre? Alors nous voilà au démarrage d'un programme Go. On a nos deux cœurs P1 et P2. Et puis dans la run queue de P1, on a la main goroutine. On la reconnaît, elle a Gmain de tatouer sur les fesses là. Alors, le scheduler va créer un premier thread, M1, qui va pouvoir commencer à exécuter Gmain. Gmain va créer deux autres goroutines, G1 et G2. Elles vont être placées dans la run queue de P1. Donc là déjà, c'est pas très bien réparti. Donc le scheduler va créer un deuxième thread M2. Et là, problème. Lui, la run queue de P2 est vide. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il va avoir, à peine arrivé, il va avoir recours à une pratique pas tout à fait honnête, qui est le work stealing. Il va choisir une run queue au hasard. Là, il n'a pas le choix, c'est celle de P1. Et il va piquer la moitié des goroutines qui s'y trouvent. Donc G1 va se retrouver dans la run queue de P2. Et il va pouvoir commencer son exécution. Pendant ce temps-là, M1, lui, il va alterner l'exécution de Gmain et de G1. Alors, on a vu les channels. Qu'est-ce qui se passe si Gmain fait un appel bloquant une réception, par exemple, sur un channel pour attendre la fin de l'exécution de G1 et de G2? Dans ce cas-là, en fait, ça, c'est pas une opération qui est bloquante pour le thread M1. Il va pouvoir remettre Gmain à la fin de la file d'attente et continuer à exécuter G2. Bon, maintenant, supposons que G1 et G2 ont fini leur exécution. Gmain, son appel bloquant sur le channel est terminé, donc elle peut reprendre son exécution avec M1, mais là, M2 se retrouve sans plus rien à faire. Et là, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Eh bien, on appelle ça un spinning thread. Quand un thread se retrouve absolument sans travail, il rentre dans cet état pendant un court instant, il va essayer de faire du work stealing, il va aller voir du côté du garbage collector s'il ne peut pas filer un coup de main, il va aller voir du côté des appels réseau s'il ne peut pas trouver du travail, et il va même aller checker une run queue globale, qu'on ne voit pas ici. Pour résumer, on va dire que c'est une run queue où on met les goroutines qui ont été un peu vilaines. S'il ne trouve toujours rien, est-ce qu'on le supprime? Ben non, on va plutôt le parquer en fait. Comme ça, on pourra peut-être le réutiliser plus tard plutôt que de créer un nouveau thread.
Bon, là, on est un peu dans la même situation qu'au début. Gmail nous recrée 2 goroutines. Donc, du coup, le scheduler, plutôt que de créer un nouveau thread, il va unpark M2 et l'assigner sur P2. Il va refaire du work stealing, recommencer à exécuter G4 en l'occurrence. Puis bon, on a vu comment ça se passait avec les appels bloquants sur les channels, mais qu'est-ce qui se passe si on fait un appel système bloquant, par exemple? Je ne sais pas, un appel réseau ou de la lecture sur le système de fichiers. Dans ce cas-là, c'est différent, parce que M1, le thread, se retrouve lui aussi bloqué. Et là, on a le sysmon qui débarque, le système monitor. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un truc qui s'appelle le end-off. Alors ça consiste en quoi? Il va désassigner M1 de P1, le mettre de côté, et puis il va créer un nouveau thread, parce que là on n'en a pas d'autre à disposition, donc un M3, qui va assigner tout de suite sur P1, et M3 va pouvoir du coup reprendre l'exécution des goroutines qui sont dans la file de P1. Voilà, ça c'est le end-off. Alors pourquoi c'est le sysmon qui s'occupe de ça? Pourquoi par exemple c'est pas M1 qui, avant de faire son appel système bloquant, essaye de faire le end-off à un autre thread lui-même? En fait, on ne peut pas savoir à l'avance si l'appel système il va être long ou pas. Et du coup, si c'est valable de faire le end-off ou si c'est inutile. Et puis, là aussi, on pourrait se demander est-ce qu'on n'a pas dépassé GoMaxProx? Parce qu'on a créé 3 threads, et GoMaxProx il est égal à 2. Mais en fait, non, cette limite, elle s'applique aux threads qui exécutent des goroutines. Donc à aucun moment, on s'est retrouvé avec 3 threads qui exécutaient des goroutines. On a eu M1 et M2 en même temps, M2 et M3 en même temps. On a bien respecté GoMaxProx. Et donc voilà, on a fait le tour des gros mécanismes qui sont utilisés par le scheduler pour multiplexer les goroutines sur des threads. Le work stealing, ça permet de bien répartir les goroutines sur les différentes run queues, sur les différents cœurs. Le end-off qui permet d'éviter de rester bloqué sur les appels système. Les spinning threads qui consomment un peu de CPU, mais globalement qui font quand même gagner du temps et de la ressource, puisqu'on évite des contextes switch inutiles. What else? Eh bien, la global run queue dont je vous ai parlé rapidement. Le sysmon, il a un deuxième job, c'est surveiller les goroutines quand elles s'exécutent. Ici, il en repère une qui s'exécute trop longtemps sans rendre la main, en fait. Il va la sortir de la run queue du cœur et la mettre dans la global run queue, un peu pour la punir, en fait, et laisser les autres goroutines faire leur job. Et voilà. Merci beaucoup. S'il y a des questions éventuellement, sinon moi je voulais ajouter, je vous conseille, enfin si ça vous a plu et que le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement ce talk. C'est The Scheduler Saga par Kavya Joshi, qui l'a présenté à la GopherCon 2018. C'est sur le même sujet, son approche est différente. Elle fait la démarche pendant une demi-heure de concevoir le scheduler. C'est hyper intéressant, c'est une excellente speakeuse. Donc allez voir. À 14h30 dans l'amphicé, vous avez Valentin Delplace qui présente MadPig, mesure et optimisation de la performance en Go aussi. Enfin, voilà. Vous avez sûrement le programme en tête, mais... Oui. Gmail va être remise dans une run queue locale à un cœur pour reprendre son exécution. Enfin, on va réassigner, de toute façon on est obligé de réassigner M1 à un cœur, puisque c'est lui qui fait l'appel système bloquant. Donc effectivement on va park M3 par exemple. Bon, ben merci.